Le fait qu'il vienne était un bon point, le fait qu'il restreigne sa visite devant les parlementaires à 1 heure n'était pas forcément témoignage de la grande importance qu'il accorde aux discussions avec les parlements nationaux. Est-ce qu'il venait rien pour ça ou il avait d'autres programmes Non, a priori il venait pour ça, enfin il faut vérifier le programme de M. Lirène dont je ne dispose pas. Donc il y a eu un certain nombre de sujets qui ont été abordés avec lui. Moi je lui ai notamment posé la question des multiplicateurs budgétaires, en expliquant que pour nous les politiques budgétaires restrictives avaient un effet récessif et que je voulais savoir quel était le multiplicateur qui devait s'appliquer pour lui au pays de la zone euro et puis dans l'UE tout entière, et en évoquant le fait qu'il avait fortement critiqué le FMI dans un courrier en février qu'il avait adressé au ministre des Finances, dans lequel il disait que le FMI, qui pensait avoir sous-évalué l'effet multiplicateur, racontait finalement des conneries. Donc ça, c'était ma première question. J'avoue que la réponse n'a pas vraiment été à la hauteur des espérances, puisqu'il a rappelé qu'en effet, le multiplicateur budgétaire était différent en fonction des États, ce que nous savions naturellement. Donc des réponses assez évasives. Et ensuite, je lui ai posé une seconde question sur le fait que nous considérions que les recommandations de la Commission étaient toujours axées vers la réduction du coût du travail, la flexibilisation du marché de l'emploi. Nous considérions qu'ils n'avaient pas indiqué à ce point dans leurs recommandations ce que le pays devait faire, c'était le premier sujet. Et je lui demandais ce qu'ils entendaient faire aussi à l'intention des pays qui étaient réputés en excédent excessif. Et est-ce qu'ils allaient aussi recommander à ces pays d'avoir des mesures de stimulation de la consommation et de la demande intérieure, notamment par la mise en place d'un salaire minimum. Il a été extrêmement évasif sur ce point. Et j'ai fini par une question subsidiaire sur la gouvernance de la Troïka, en demandant s'il pensait qu'elle devait être communautarisée et donc que le FMI devait s'en retirer, puisque c'était un peu ça le sujet. Pareil, très très évasif. En fait, lui, j'ai fini d'un trait que j'espère d'humour, mais qui a priori a fait mouche, en disant que je ne posais pas ces questions par esprit réactionnaire, et que on avait été assez choqués, nous Français, du qualificatif du président de la Commission dans le cadre des négociations sur le traité UE-USA, et notamment visant spécifiquement l'exception culturelle, et que pour le coup, il fallait que M. Barroso, et qu'il le lui dise, puisqu'il y avait une collégialité de la Commission, choisisse un peu ses qualificatifs. Là, il a réagi. Ça a été mal interprété. Il avait dit que c'était mal interprété, qu'il venait nous redire ici combien M. Barroso aimait la France. Je peux dire que ça n'a pas vraiment convaincu l'auditoire. Voilà. Il a été très évasif, il a bien... les premières interventions, c'était aussi sur le mode recommandé n'est pas commandé. Donc chacun, dans le libre arbitre qui est la souveraineté du pays, peut décider des mesures qu'il met en œuvre. Là-dessus, il a été très soft, finalement. Il a dit qu'en effet, oui, voilà, il y avait des recommandations de la Commission et qu'il saluait les réformes structurelles que la France était en train de conduire. Il a quand même redit un point sur la nécessité de baisser le coût du travail. Enfin, bon, voilà. C'était du Olli Rehn qui savait l'auditoire pas conquis et qui donc a un peu dilué son propos. Mais ça en restait assez fade et peu convaincant. Il n'avait pas l'air d'être sur cette position. Après, voilà. Ils font des recommandations qui sont d'intention libérale. Nous, on considère qu'elles vont trop loin. S'ils changent leur avis, et si le Conseil change son avis, ce sera noté dans les annales. Parce que la majorité du Conseil n'est pas extrêmement favorable aux thèses plus régulatrices et voilà. Avec l'audition d'Olli Rehn, pour boucler un peu, hier que nous étions, comme d'autres d'ailleurs, sous contrôle. Ce n'est pas ce que nous préférons en tant que parlementaires nationaux. Voilà. Mais bon, c'est dans une dynamique communautaire à laquelle nous souscrivons, donc nous calons, mais encore une fois, recommander n'est pas commandé. Ça a été un vrai sujet de discussion, notamment à l'intérieur de la Convention Europe du parti. Nous avons une position très claire qui est expliquée dans la Convention, le texte de la Convention. Nous disons
en effet, nous demandons l'exclusion du mandat de négociation 1 des services audiovisuels de la culture, exception culturelle, mais nous ne voulons pas qu'en obtenant ainsi un bout de revendication, on passe par perte et profit, notamment le sujet de défense, bon, a priori ce sera resté en bilatéral, mais aussi le sujet des préférences collectives. Vous savez, les fameux choix des consommateurs, que ce soit au plan en effet alimentaire, aussi au plan énergétique, que chacun soit libre de ses choix. On souhaitait aussi que tout ça soit bien identifié, mettre les autres sujets en discussion avec une vigilance particulière sur les produits agricoles, mais aussi sur les services financiers, parce que vous savez que eux, les États-Unis, les Américains, demandent la sortie des services financiers pour ne pas se voir appliquer BAL 3. Donc après qu'il y ait un jeu sur l'intégralité des thèmes, voilà. Mais nous, on avait posé 3 sujets qui étaient exception culturelle, défense, préférence collective et une méthode. Et la méthode, c'était et réciprocité commerciale hein, dans l'ouverture des marchés publics. Et la méthode était rien n'est conclu tant que tout n'est pas conclu. C'est-à-dire on n'y va pas chapitre après chapitre. On a une vision globale et on conduit en parallèle ces négociations. Notamment pourquoi? Parce que il y a quelques éléments juridiques qui sont inquiétants, en particulier un, qui est le fait que nous discutons États-Unis, Europe, donc avec l'État fédéral, et qu'une majorité des thèmes qui sont concernés sont d'application au niveau des États fédérés, et qu'il ne faudrait pas qu'une convention qui nous engage totalement n'engage les Américains que partiellement sur leur État fédéral. Je crois que ça a été rappelé dans votre résolution. Ça a été rappelé dans la résolution et c'est de la Commission des affaires européennes puis étrangères. Et ça, c'est un point de droit extrêmement important. Donc nous, notre position, c'est qu'on est extrêmement réservé. C'est le texte du Parti socialiste là-dessus. C'est ce que nous avons repris ici à l'Assemblée nationale. C'était partagé par une majorité de députés. Si on a voulu faire des résolutions aujourd'hui, c'est parce que vous savez qu'ensuite la Commission agit sans contrôle démocratique. Elle revient ensuite avec l'issue des négociations et nous devons nous ratifier. On dit oui ou non aux négociations qui ont été conduites. Donc on a voulu poser les enjeux avant pour pas qu'on nous reproche demain de ne pas ratifier sans avoir donné nos indications prioritaires dès l'origine. Non, non. Je pense que nous avons en face de nous des interlocuteurs absolument pas naïfs, qui ont certainement un intérêt à ces sujets. Nous avons aussi une vigilance particulière sur tout ce qui est brevets, logiciels, etc. Et nous savons l'administration américaine dans toutes ses composantes, et pas simplement sur la question agricole, parce que souvent on dit la Food Administration c'est quelque chose de terrible, ça l'est vraisemblablement, mais je pense que globalement ils sont plus forts que nous en matière de négociation. Donc je crains un peu notre naïveté à négocier avec le partenaire américain. Vous avez... Il y a différentes thèses et je pense qu'il faut... L'histoire, c'est de trouver l'équilibre et c'est très compliqué. Il y a ceux qui disent, dans une vision un peu angélique, ça nous donne accès à des grands marchés, nos entreprises sont favorables, puisqu'un certain nombre d'entreprises françaises ont été consultées par la ministre du Commerce extérieur et ont plutôt indiqué leur avis très favorable. Et puis de l'autre côté, il y a une thèse qui dit, voilà, finalement, nous faisons une extension du marché unique européen à la 50aine d'États fédérés et nous n'allons plus rien maîtriser, notamment en termes de normes et de normes un peu de protection des emplois, des industries et salariés. Je pense qu'au milieu, il faut avoir un point d'équilibre et mesurer les risques dans la négo. C'est pour ça que nous demandons, parlementaires nationaux, avec les parlementaires européens, de pouvoir être associés, qu'il y ait finalement une cellule de contact ou de suivi un peu permanent de ces négociations. Parce que je ne vois pas comment nous pourrions, sans avoir été informés, nous positionner dans 3, 4, 5, 10 ans. On ne sait pas combien de temps vont durer ces négociations. Donc nous on demande, et c'était aussi dans la résolution, qu'il y ait un contrôle démocratique et un suivi régulier de ces négos qui s'organisent. En fonction de la manière dont les négociations vont s'enclencher, on verra bien quelles sont les intentions des uns et des autres. On ne peut pas, je crois, reprocher d'emblée
aux Américains de vouloir finalement pomper ce qu'il y a chez nous de mieux, et puis nous forcément être les victimes passives. Enfin, on voudrait éviter ça. Simplement, il faut qu'on soit informé. Nous avons fait une résolution, nous espérons qu'elle soit entendue. À ce jour, il n'y a pas eu d'avancée sur la manière dont les choses vont s'organiser, mais la résolution est assez récente. Donc il faut laisser à chacun le temps de comprendre que les parlementaires, notamment les parlementaires français, veulent être associés. Mon sentiment personnel, c'est qu'on va vers une validation du budget, y compris par le Parlement européen. Je pense. Je pense qu'aujourd'hui, l'enjeu, c'est de dire, bon, ce budget est ainsi fait, voilà, il nous faut une clause de révision à l'issue des échéances de 2014. Je pense que c'est un point de négociation qui pourrait peut-être mettre tout le monde d'accord. S'il n'y a pas de clause de révision en 2014 et si le budget est quand même adopté, alors là, je ne sais pas comment nous finançons des politiques dynamiques, sauf à ce que les ressources propres qui vont être mises en œuvre viennent en intégralité alimenter ce budget. Ce qui n'est pas exactement le chemin qui est emprunté à ce jour. Ce que je crois, en toute transparence, c'est que le Conseil européen veut se débarrasser de ce sujet avant l'été. Voilà. Donc après, quelles avancées ils vont mettre sur la table, je n'en sais rien. Mais pour avoir pratiqué pendant quelques années la commission des budgets du Parlement européen, je sais qu'elle crie beaucoup et qu'elle lâche aussi. Donc là, toutes les indications de ce matin me portent à croire que c'est le baroud d'honneur avant un éventuel vote favorable. La question qui est un peu compliquée, y compris pour la France, c'est le fait que les parlementaires européens, sur la question du cadre financier pluriannuel, ont mis un certain nombre de conditions. Donc, vous savez, conditions de flexibilité d'une année sur l'autre, etc. La condition de révision, la condition d'alimentation des ressources propres, qui ne sont pas vraiment de leur décision, mais qu'ils ont aussi suspendu l'accord au règlement du budget 2013, puisqu'il manque de l'argent pour ce budget. Donc c'est peut-être là-dessus que les choses vont un peu lâcher. Mais ce sera compliqué pour nous, qui sommes appelés, je crois, à plus d'1 milliard d'euros supplémentaires par rapport au prélèvement sur recettes, d'aller dans ce sens. Donc, là, il y a un jeu dont je ne sais pas celui-ci comment il va se conclure. Mais je pense que le Parlement va finir par, peut-être obtenant une clause de révision, alors voter le CFP. Est-ce que je suis optimiste? Je pense que déjà il faut aborder chaque élection avec un peu de foi, d'envie, et c'est une laïque qui vous parle. Moi je pense qu'il faut dire aux Français notamment ce que nous attendons du projet européen. Dire que le projet européen qui est aujourd'hui mis en œuvre n'est pas notre projet européen. Conseil, Parlement, Commission de droite, c'est un projet libéral, nous ne soutenons pas, et il faut le dire certainement plus clairement que ce que nous disons aujourd'hui. Dans notre Convention Europe, nous avons un certain nombre de thèmes à arrêt politique, comme on dit dans le jargon. Donc un certain nombre de sujets sur le pacte de stabilité. Nous demandons à ce qu'il respecte les temps économiques, les temps sociaux. Nous avons aussi demandé la renégociation des plans d'austérité en Grèce, en Espagne, au Portugal. Nous demandons à ce que les entreprises soient protégées par un certain nombre de normes, le salaire minimum, etc. Il faut que les Français comprennent ce que nous avons à leur dire. Ça, c'est le premier sujet pour éviter la débandade annoncée pour les élections européennes pour le parti majoritaire et actuellement au pouvoir. Puisque j'ai bien vu les sondages, je ne vis pas dans un monde et dans ma bulle, donc j'entends que les choses sont compliquées. Les élections européennes, globalement, sont toujours un peu complexes, parce que c'est aussi un scrutin que les Français connaissent peu, notamment le scrutin proportionnel. On nous dit que ça va être le crash du parti majoritaire. Je pense que pour l'éviter, il faut politiser le sujet européen. Je reviens sur mes marottes, mais tant qu'on ne politise pas ce sujet, il n'y a aucune raison que les gens adhèrent à un projet dont ils ne définissent pas bien les contours, y compris les contours politiques. Donc faisons un projet socialiste, progressiste, et européen.
Le vrai sujet, c'était les listes transeuropéennes, je vous rappelle, qui n'ont pas eu un franc succès au sein des institutions européennes. Si on veut vraiment européaniser, il faut aller vers ça. Est-ce qu'on y est prêt les uns les autres? Je n'en suis pas sûr. Et quand vous voyez... Mais il y a quand même je pense, une montée... Moi, je vois bien, sur le Parti Socialiste Européen, il y a une montée en gamme, en force de l'idée européenne chez les socialistes. Donc, on s'organise à un niveau qui est quand même communautaire. On avait essayé la fois passée, ça ne nous avait pas vraiment réussi, mais on avait quand même cet embryon de manifesto, de programme fondamental commun à tous les socialistes européens. Bon, là, on essaie de faire ça très en amont pour avoir un véritable programme européen. Ça commence à monter un peu en pression. Et on l'a bien vu d'ailleurs. Moi, j'ai été très frappé lors de la Convention Europe, je crois qu'on avait échangé là-dessus via Twitter, sur la manière dont on avait été reçu le fait que nous considérions que la chancelière allemande était d'une intransigeance égoïste, qui est un terme que pas que je revendique, parce qu'il était peut-être maladroit, mais en tout cas sur la confrontation politique avec la CDU et Mme Merkel, quelque chose que nous, socialistes français, nous devons particulièrement bien assumer, et socialistes européens aussi. Et on a vu les réactions que ça a, y compris en France, que ça a généré. Et on se dit, la politisation du sujet européen, elle est encore devant nous, finalement. Elle est certainement plus devant nous en France, paradoxalement, qu'en Allemagne. En Allemagne, la CDU, dans sa convention, je crois au mois de mai, nous a tapé brutalement, nous, socialistes français. Madame Merkel ne s'en est pas émue, nous, socialistes français, un peu, de ce qui nous en est revenu. Mais moi, je trouve ça normal que la CDU ne soit pas d'accord avec la politique de François Hollande. Je dirais même que c'est un côté assez rassurant. Donc, on voit bien qu'il y a un sujet encore en France, notamment avec les Allemands, il ne faut pas politiser cette relation qui doit être une relation diplomatique. Que ce soit une relation diplomatique au plan gouvernemental, très bien. Entre partis et sur l'échange de projets, on n'est pas d'accord. Et ça, il faut l'assumer. Et quand on voit le pataquès que tout ça a produit, on se dit que, bon, voilà, politiser l'Union, dire qu'on n'est pas d'accord, ça reste encore Comment vous une vraie expliquez difficulté. qu'on ait autant de complexes à mettre en avant nos différences avec l'Allemagne? Ah mais moi je suis tombée de l'armoire, c'est vraiment, peut-être parce que ayant beaucoup de conversations avec les dirigeants SPD, qui d'ailleurs n'ont pas du tout compris la polémique française autour de tout ça, je ne suis pas sûr d'ailleurs particulièrement qu'elle les ait servis, non, ils ne comprennent pas, ils disent mais pourquoi vous offusquez vos gouvernants, finalement, vous rappellent à l'ordre sur le motif on ne tape pas Mme Merkel, alors que nous, c'est ce qu'on fait, et on aimerait bien que M. Steinbrück devienne chancelier allemand. Donc bon, non, je pense là on est très timoré, on a une forme de... Et puis on est très naïf de la relation franco-allemande, enfin, pour la connaître un peu... Nous, on est dans une forme d'exclusivité, alors même si François Hollande est allé aussi prendre des contacts avec les pays du Sud, ça a été parfois contesté. On sait très bien que Mme Merkel va voir M. Cameron pour discuter budget, va aussi voir du côté des anciens pays de l'Est, en particulier du côté de la Pologne, pour conclure des vrais partenariats, notamment à destination économique. Et nous, on est dans une forme vraiment d'adoration de ce couple. On lui dit, on pense que tous les problèmes vont être réglés par le fait de sa réactivation. Moi, je n'en suis vraiment pas certaine, parce que les Allemands, moi je dis ça souvent, parfois ça a été peu compris, mais ils nous regardent comme, je crois que je vous l'avais déjà dit, une vieille amante avec qui, forcément, sur qui on porte beaucoup d'affection, mais avec qui on ne projette rien. Et c'est un peu ça, si on ne peut pas se friter, les Allemands ne vont pas se friter avec les Français pour des raisons historiques, culturelles, etc. Mais en même temps, ils ne se projettent pas autant que nous nous projetons avec eux. Ça, c'est quelque chose qui, moi, me frappe à chaque fois. Je me souviens être allé à Berlin quand la Pologne a pris la présidence du Conseil européen. Les bâtiments, les monuments de Berlin étaient remplis de kakémono sur bonne chance à la présidence polonaise. Je ne suis pas sûr qu'ils aient fait la même chose avec les Français. Donc il y a aussi d'autres, et c'est logique, dans un monde qui bouge, il y a d'autres relations bilatérales qui s'étoffent, et la nôtre est un peu en panne, je trouve. Mais est-ce que c'est un drame forcément pour l'Union européenne? Non. Et puis il y a ce fameux... on nous rappelle toujours que le couple franco-allemand fonctionne mieux quand il y a d'un côté un président d'une couleur politique et de l'autre côté une chancelière d'une autre couleur politique. Enfin, il faut peut-être dans l'histoire, mais enfin tout ça n'est pas écrit dans le marbre. Aujourd'hui, on a des vrais sujets. L'Europe prenant le pas aussi sur le bilatéral, naturellement, la France et l'Allemagne, dans leur position politique, aujourd'hui ne sont pas d'accord. Et ça ne me semble pas être de nature
à remettre en cause le projet européen. Je pense même que ça le sert que nous le politisions. Oui, sur le Conseil européen, c'est vrai que ça floute un peu les vraies oppositions qu'il peut y avoir par exemple au Parlement européen, qui est représentatif, seule institution représentative du peuple européen, et qui est beaucoup plus politisée que ne le sont les discussions en Conseil. Je crois surtout, le problème du Conseil, c'est la manière dont les majorités sont organisées, puisque globalement, pour toutes les décisions d'importance, il faut ou des décisions à l'unanimité, notamment je pense aux recettes du budget européen, ou des décisions à la majorité qualifiée, ce qui ne favorise pas vraiment une position, éventuellement une confrontation un peu musclée entre les différents États. Et puis je crois que ce n'est pas encore rentré vraiment dans la tête de nos dirigeants, qu'il y a nécessité à politiser ce sujet. Le meilleur des sujets, je crois, ce serait peut-être de rendre un peu plus public ce qui se passe à l'intérieur du Conseil européen, que nous ne disposions pas simplement des ordres du jour et puis des communiqués officiels de sortie. Donc tous les débats je sais que le Conseil des ministres ne l'est pas et que peut-être tout ne peut pas être public, mais un peu plus de transparence sur ce que passe à l'intérieur du Conseil européen, ce serait bien, et un peu plus d'information qui peut aussi passer par l'information des parlementaires nationaux. Je redis que nous sommes assez peu informés sur les mandats de négociation de nos gouvernements, les uns et les autres d'ailleurs, hormis les Allemands, sur ce qu'ils défendent au sein du Conseil européen. Alors moi, il se trouve que j'ai tenu la plume avec un certain nombre d'autres camarades sur la Convention Europe et que je n'aurais pas écrit cette proposition à titre personnel. Après, nous avons eu un débat long sur ce sujet, notamment en commission des résolutions, et que nous revenons un peu à cette théorie des cercles plus ou moins intégrés. Moi, à titre personnel, je pense que c'est reconnaître l'échec de l'élargissement, qui n'a pas été parallèle de l'approfondissement. On ne pouvait peut-être pas conduire les deux en même temps, mais ces sujets n'ont jamais été posés. Donc, je suis très inquiète de la nature du contrôle démocratique sur un budget spécifique à la zone euro. Est-ce qu'on ferait un sous-ensemble du Parlement européen, ce qui veut vraiment dire que là l'Europe serait à deux vitesses et il y aurait deux zones, et je vois mal comment on peut réintégrer la seconde zone dans quelque chose de cohérent, dynamique et d'extrêmement solidaire. Donc ça n'est pas la proposition qui a le plus ma faveur dans ce projet. Mais c'est plutôt une proposition de réalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a du mal à progresser, on a du mal à intégrer, notamment parce que procédure de vote à la majorité qualifiée ou à l'unanimité, on se dit voilà, on a besoin d'intégrer plus, et c'est vrai, puisqu'on a oublié le volet économique de l'union monétaire, on a besoin d'intégrer plus une politique économique, de leur adjoindre un volet social. Il faut que tout ça soit financé par des politiques plus intégrées pour que l'Europe retrouve du souffle, ça passe par là. Mais c'est plutôt l'aveu d'une forme d'échec de la méthode précédente qui visait à approfondir, élargir, dans un contexte qui était plus favorable, dans lequel on s'est posé, je pense, trop peu de questions. Aujourd'hui, on arrive à une situation, en effet, il faut intégrer plus des politiques dans la zone euro. Mais moi, je trouve que ce n'est pas de bon cœur qu'on en arrive à faire ce genre de proposition. Enfin, ça, c'est mon avis très personnel. Mais en tant que secrétaire national aux politiques européennes du Parti socialiste, je dois vous dire que le parti est favorable à un budget spécifique de la zone euro.